Bonjour tout le monde. Je crois qu'on va donner quelques petites secondes pour que chacun puisse nous rejoindre, comme d'habitude, comme vous le savez. Donc, donnons-nous, allez, 30 petites secondes, histoire qu'on soit un certain nombre. On avait pas mal d'inscrits sur cette thématique qui suscite des questions, hein, parce que souvent ça fait débat, l'investissement sous forme de BSAR, donc le sujet dont on va parler ce midi tous ensemble. Peut-être d'abord pour présenter et introduire Seed Legals. Donc moi, je m'appelle Florent Artaud, je suis Country Manager France de Seed Legals. Je suis très content ce matin de vous accueillir pour ce webinaire sur le sujet du BSR. Est-ce que c'est toujours un no-go des investisseurs si on leur propose d'investir sous ce format-là? Quels sont les impacts? Pourquoi les business angels n'aimeraient pas investir sous forme de BSR? Quelle est la différence avec un investissement sous forme d'augmentation de capital? Ça fait partie des choses dont on va parler ce midi. Et Seed Legals, c'est une plateforme donc ça, ce qui vous permet de pouvoir générer et gérer toutes les opérations sur le capital, que ce soit sur le financement, donc sous forme de BSR, sous forme d'augmentation de capital, avec la lettre d'intention, pacte d'associés. La plateforme vous permet de paramétrer l'opération, de générer tous les documents correspondants. Elle vous permet également de pouvoir gérer la table de capitalisation, vos actionnaires, et également tout ce qui est partage du capital, mise en place de plans de BSPCE ou de BSA pour des advisors. On a également aussi des outils qui facilitent le roadshow pour les entrepreneurs et les startups qui souhaiteraient lever des fonds, donc avec un suivi des investisseurs qui vous contactent et qui regardent et voient votre pitch page qui est disponible sur la plateforme Seed Legals, et également un module Data Room avec la possibilité de partager tous les documents liés à votre société à ce niveau quand vos investisseurs ont manifesté leur intérêt d'investir. En quelques chiffres, Seed Legals, donc on est 150 salariés plus en tout au global, au Royaume-Uni, en France, à Hong Kong et Singapour, sans oublier aussi l'Irlande. On a une équipe de plus d'une dizaine de personnes pour la France et on a tout et pour tout plus de 40 000 startups sur la plateforme qui l'utilisent quotidiennement. Pour la France, on a accompagné plus de 400 startups et la plupart, et notamment, utilisent soit des BSR, soit le module augmentation de capital pour générer la lettre d'intention et closer leur tour de financement. Et pour revenir sur notre thématique de ce matin, la question et le thème, c'est pourquoi investir sous forme de BSR et est-ce que le BSR est synonyme de no-go auprès de vos investisseurs? Eh bien, on va en parler ce matin. Donc, je vais vous partager mon écran pour pouvoir voir ensemble justement ces différentes questions. Donc, je pense que vous voyez tout ça. Et comme vous le savez, pour Zoom, n'hésitez pas justement à vous présenter. Donc, ici, dans le petit module de discussion, voilà, comment ça va? Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser ici. Je rebondirai dessus. Justement, l'idée, c'est que ce soit interactif et pas qu'un monologue de ma part où je me parle plus ou moins tout seul avec la caméra, parce que vous savez, l'exercice du webinar, quand on est comme ça, seul face à vous, et l'audience, l'idée, c'est d'interagir via le chat et de pouvoir répondre à toutes vos questions. Euh, On a énormément justement de données, nous, sur la plateforme. On voit les tendances avec tous les tours de financement qu'on a pu réaliser et les startups qui utilisent la plateforme, ce qui nous permet justement de vous orienter, que ce soit de manière assez objective et générale, sur OK, quel paramètre est le plus généralement choisi, quelle mécanique aussi de financement, est-ce que c'est BSR ou augmentation de capital, est-ce qu'il faut opposer les deux ou est-ce que c'est des éléments qui sont complémentaires, à quel moment? Justement, c'est ce dont on va parler ce matin parce que c'est une question qui anime beaucoup. Et notamment, c'est avec l'un de nos partenaires, Angel Square, avec Balthazar, qui avait fait un post sur LinkedIn qui disait effectivement de manière assez catégorique que les investisseurs n'aiment pas les BSR. Et pour différentes raisons qu'on va voir. Et ce à quoi je me suis dit, mais c'est quand même un peu dommage d'opposer ces deux mécaniques, alors que pour des startups assez early stage, le BSR, c'est quand même très pratique, mais il faut bien le comprendre. Et pareil, côté investisseur, il ne faut pas se dire, OK, dès lors que
on nous propose d'investir sous forme de BSR, ça va être un no-go. Il faut bien le comprendre. Après, si les termes ne vous semblent pas avantageux en tant qu'investisseur et que c'est clair vis-à-vis de l'entrepreneur, et que l'entrepreneur aussi, lui, c'est clair que voilà, c'est ce qu'il propose sous forme de BSR et que vous ne vous rejoignez pas sur ces différents éléments, eh ben, il n'y a pas d'investissement parce qu'il n'y a pas d'accord. Et au moins, c'est sur des bases qui sont claires et transparentes à ce niveau. Donc, on évite un peu les jugements et les avis simplistes. Et donc, là-dessus, en fait, sur quoi on arrivait avec plus ou moins un accord, si je peux dire, avec Balthazar dans nos petits échanges sur LinkedIn, c'était pour des tours structurants, le BSR, c'est vrai, ça peut ne pas être forcément l'outil le plus adapté. Mais par contre, pour des startups early stage ou des bridges, c'est clairement un outil à envisager, à avoir en tête, mais encore faut-il bien le comprendre pour éviter de tomber justement dans ces biais-là. Et donc, c'est l'idée de ce webinaire ce matin. Donc, on va balayer d'abord quelques mécanismes de financement très clairs et très classiques sur les différentes façons de pouvoir lever des fonds. Il en existe plusieurs, on va les voir et on va les balayer juste pour introduire un peu notre sujet. Ensuite, pourquoi le BSR est-il si décrié? On va revenir notamment sur justement les retours côté investisseur. J'ai pris quelques phrases ou retours pêle-mêle qu'on va voir ensemble. Puis on enchaînera sur la notion essentielle, les notions essentielles d'une levée de fonds, notamment sur la valorisation, comment elle est fixée, parce que c'est ça aussi surtout qui peut poser des questions avec un BSR. Là où elle n'est pas fixée côté BSR, elle peut être encadrée à la différence de l'augmentation de capital. Et donc on verra bien ces différences entre les deux mécaniques. Et bien sûr, encore une fois, la moindre question que vous avez, vous la posez dans le chat. Comme ça, on y répond et ça rend notre échange un peu plus dynamique qu'un simple monologue. Donc, sans transition, si on enchaîne directement maintenant sur ce premier point avec les mécanismes de financement. Vous le savez peut-être, pour financer votre projet donc entrepreneurial ou en tant qu'investisseur, si vous voulez investir, vous le savez très bien côté justement start-up et entreprise que vous pouvez financer. Il existe différentes façons de pouvoir financer un projet. Et comme vous le voyez ici sur cette première slide, c'est d'abord il y a la partie dilutive. Et c'est surtout sur ça qu'on va se concentrer ce matin, parce que c'est sur cet aspect où, comme vous le voyez aussi, on va parler d'augmentation de capital et on va parler aussi du mécanisme du BSR. Donc, c'est les deux, justement, mécaniques sur lesquelles on va faire un focus aujourd'hui. Et là, pourquoi on l'appelle en fait ce dilutif? Parce qu'en contrepartie de l'investissement qu'un investisseur réalise, et donc investi dans cette startup, la contrepartie, ce sont des actions nouvelles qui sont émises par la société et qui sont données justement à l'investisseur. Donc l'investisseur, quand il investit, juridiquement, ça se traduit par une augmentation de capital. Et cette augmentation de capital, c'est une augmentation de capital par des actions nouvelles, basées sur un prix par action, qui, lui, est défini par rapport à la valorisation qui aura été donnée et fixée avec votre investisseur. Et sur cette base-là, l'investisseur, lui, va acheter, souscrire à ces nouvelles actions sur la base du prix par action donné. Donc si je mets 10 000 euros, on fait 10 000 euros divisé par le prix par action et on tombe sur le nombre d'actions qu'aura acheté justement cet investisseur en investissant dans la société. Ça, c'est la mécanique de l'augmentation de capital. Pour le BSR, on va le revoir, c'est un peu différent en termes de logique, mais fondamentalement, ça va être pareil. Donc, si on n'a pas des actions tout de suite avec le BSR, on les aura à la conversion du BSR dans des conditions qu'on va aussi voir ensemble. Mais à la fin, pareil, la contrepartie, c'est d'avoir des actions de la société. Et donc, si on a des actions de la société, comme vous le voyez, pour vous qui êtes entrepreneur, vous avez ce qu'on appelle une dilution, d'où l'aspect dilutif. Votre capital, soit il est augmenté, justement, comme on se l'est dit, avec des actions nouvelles émises tout de suite en augmentation de capital, ou à la conversion du BSR avec le BSR, ce qui fait qu'il y a de nouvelles actions, ce qui grossit le camembert si on veut. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous subissez une dilution. C'est aussi simple que ça. Et donc ça, c'est auprès d'investisseurs privés, que ce soit des business angels, que ce soit des fonds d'investissement ou autres. Et quand on voit après les deux autres catégories, les deux autres catégories, ce sont soit une catégorie hybride, je passe rapidement dessus, par exemple un concours d'associés, c'est vous qui investissez en tant qu'associé de la société des fonds, et donc c'est une dette que la société a envers vous en tant qu'associé, et donc qui peut être remboursée à terme ou alors convertie en action. C'est pour ça que ça emprunte entre la catégorie donc dilutif et non dilutif, soit on se fait rembourser, soit on convertit. Pareil pour l'obligation convertible, je ne rentre pas plus dans le détail là-dessus.
Ensuite, sur la partie non dilutive, eh ben, vous le connaissez également, ce moyen de pouvoir financer votre projet, c'est des prêts auprès de vos banques, donc établissements bancaires traditionnels, des prêts d'honneur. Il y a également des subventions dont vous pouvez bénéficier, par exemple la bourse French Tech, que beaucoup de startups utilisent. Et là, la différence fondamentale, c'est que ça n'a pas d'impact sur votre capital, contrairement aux deux autres catégories. Euh, Ça a juste un impact sur votre compte de résultat, votre bilan sur, bien sûr, les aspects financiers de la société, parce que c'est une dette contractée par la société. Et donc, la différence là aussi, avec les subventions, où il n'y a pas de dette, c'est donné plus ou moins gratuitement, sous réserve de certaines conditions. Donc, pour terminer sur ce premier point, encore une fois assez général, c'est que ces différentes mécaniques sont cumulatives, c'est complémentaire. Faut pas se dire c'est alternatif, je vais faire que du dilutif ou que du non dilutif. C'est possible de faire que du non dilutif. Généralement, ça demande quand même de pouvoir générer des revenus pour justement dérisquer un peu votre projet. Et donc, c'est la raison pour laquelle les banques, souvent, elles, attendent d'avoir quelques exercices et des revenus pour pouvoir prendre un risque, hein, sont moins, en tout cas, preneuses de risques que des business angels ou des fonds d'investissement qui, eux, justement, pourraient investir avec la notion de ce risque et d'où la notion de capital risque. Mais bref, tout ça pour dire, utilisez vraiment tous les moyens qui sont à votre disposition, que ce soit cohérent aussi par rapport à votre développement, en ayant en tête, si on revient sur l'aspect dilutif, effectivement, qu'il y a aussi là d'autres mécaniques, différentes mécaniques dont on va parler, justement entre l'augmentation de capital et le BSR. Et donc, si on parle du BSR rapidement, aussi pour poursuivre justement l'introduction et le contexte là de ce dont on parle ce midi. Alors, comme vous le voyez là, principalement les retours côté investisseur, surtout, mais même aussi des fois côté euh, entrepreneur, où on se dit c'est un peu complexe le BSR, je comprends pas trop, mais comment ça fonctionne? C'est OK, on prend l'argent tout de suite et derrière les investisseurs auront des actions plus tard. Ce qui, pour certains investisseurs, c'est en gros, comme vous le voyez sur le premier retour assez caricatural, file-moi l'oseille et tais-toi, et je te dirai dans 1 ou 2 ans quel prix tu paieras les actions. Ok, très bien. Donc il y a au moins une seule chose de juste là-dedans dans cette phrase, c'est qu'effectivement l'investissement est fait là tout de suite et il y aura la conversion plus tard. Donc généralement c'est une date butoir qui est souvent effectivement entre 1 an, donc 12 mois et 24 mois. Et c'est à compter de cette date butoir au plus tard où rentreront les investisseurs en BSR avec la conversion de leur BSR en actions. Et donc cette date butoir, elle a justement vocation à faire en sorte que si entre-temps, il n'y a pas eu de levée de fonds qui a déclenché la conversion du BSR, eh ben, l'investisseur, lui, est assuré de pouvoir quand même rentrer au capital à cette date, donc qu'on appelle butoir. Soit 12 mois, soit 24 mois. Généralement, c'est entre 18 et 24 mois. Et souvent, ça peut justement ne pas arriver à 18 ou 24 mois parce qu'il y a une levée de fonds entre-temps qui a déclenché la conversion du BSR. Donc, c'est vrai que ça peut être vu de cette façon. C'est, j'ai pas trop mon mot à dire. Moi, si j'investis l'argent, mettons, je mets 10 000 euros, et ok, je vais attendre derrière que ça puisse évoluer, je convertirai mes actions en attendant plus tard. Mais là, encore une fois, il faut que ce soit clair, la mécanique. Il faut que ce soit aussi clair, cette mécanique, et corrélée avec justement la méthode et comment va se financer la startup. Est-ce qu'elle envisage de lever des fonds dans les 6, 12, 18 prochains mois? Si oui, que ce soit clair aussi dès le départ. Dans quelles conditions la startup envisage de pouvoir lever des fonds pour se financer? Tout ça doit être des points et des éléments abordés dans les discussions avec vos investisseurs pour faire en sorte que ce soit très clair sur votre stratégie de développement, quand bien même il peut y avoir clairement des hauts et des bas, ou en tout cas des plans qui sont dessinés. On ne suit pas toujours forcément et tout ne se passe pas forcément comme anticipé. Donc, au-delà de ces impondérables-là, il y a en tout cas eu un accord sur quelle est la stratégie et comment ça va se passer avec un financement, soit sous forme de BSR ou d'augmentation de capital. Mais aussi, le point là-dessus, c'est de se dire, OK, si toi, tu investis plus tôt en tant qu'investisseur, tu prends un risque plus important. Et si tu prends un risque plus important, ça vient justement dans le deuxième point, tu vas avoir justement des conditions plus avantageuses, notamment dans le cadre du BSR, et on va voir un peu plus en détail, de manière concrète, comment ça se traduit.
Tes avantages. Ces avantages, c'est quoi? Ce sont quoi? Ce sont généralement tu as une valorisation plafond, qu'on appelle le cap, qui permet de convertir à une valorisation maximale ben, son BSAR dans justement le cas soit d'une prochaine levée de fonds, soit de l'arrivée de la date butoir. C'est comme ça que ça se passe. Ou alors, il est aussi possible de prévoir, et il est souvent en tout cas prévu, une décote. Et donc là, comme vous le voyez ici, ok, super, mais une décote de 15% pour un prochain tour, généralement, c'est moins intéressant pour un investisseur que d'avoir investi peut-être à une valorisation fixée et moins importante précédemment. Et effectivement, peut-être que le multiple sera moins important pour l'investisseur, mais peut-être aussi qu'à ce moment-là, pour la startup, c'était très compliqué de fixer une valorisation. Mais on va revenir, on va développer un peu ces aspects-là. Et donc, pareil, là, il faut faire justement de manière très claire côté investisseur, mais même côté entrepreneur, euh, ben, que la mécanique et faire en sorte que cette mécanique soit claire sur c'est quoi les avantages et combien je pourrais en retirer si je convertis mon BSAR dans telle ou telle condition, selon les conditions qui sont prévues dans le cadre du BSR, et versus ce que je l'aurais pu convertir si j'étais rentré au capital. Mais encore une fois, si j'étais rentré au capital là tout de suite, forcément, côté investisseur, c'est de se dire je rentrais une valorisation la plus basse aussi possible, mais côté entrepreneur, ça, c'est corrélé avec la dilution, comme on se dit que l'entrepreneur va supporter. Et si vous, investisseur, vous vous dites, bah, OK, moi, je vais investir un certain montant à une valeur la plus basse possible, mais que côté entrepreneur, ça représente une dilution hyper conséquente, mettons 30% en précide, je caricature, mais on va revenir dessus, bah, ce n'est pas dans l'avantage non plus de vous en tant qu'investisseur. Parce que là, ça veut dire quoi? Certes, vous avez peut-être sur le papier fait un bon deal avec une valeur assez faible, et donc tordu le bras à côté négo à l'entrepreneur. Mais l'entrepreneur, lui, s'il avait prévu de pouvoir se financer à plusieurs reprises avec une logique d'hypercroissance, de développement, de lever des fonds auprès de peut-être fonds d'investissement d'ici 12 à 18 mois post-investissement avec vous, bah là, vous ne le mettez pas dans des bonnes conditions. Parce que si vous prenez, et si l'entrepreneur a une trop forte dilution trop tôt, eh ben, il sera en incapacité de pouvoir relever des fonds derrière parce que côté ben, investisseurs suivants, notamment des fonds d'investissement, eux, ce qu'ils veulent, bah, c'est que les entrepreneurs, l'équipe fondatrice, soient toujours incentivés et toujours intéressés avec une part du capital à des stades assez jeunes, toujours conséquentes. Il se dit justement que quand on arrive à la série A, très souvent, les fonds justement qui investiraient en série A souhaitent que les équipes fondatrices détiennent à minima toujours 50% du capital cumulé entre les différentes personnes qui forment cette équipe fondatrice. Donc, si vous diluez trop fortement dès le départ ben, les entrepreneurs dans lesquels vous investissez en tant qu'investisseur, il y a potentiellement des conséquences qui ne seront pas forcément bénéfiques. Et donc, c'est cet équilibre qui est à trouver. Que ce soit entre, OK, est-ce que le BSR fait sens? Est-ce que vous vous y retrouvez en tant qu'investisseur? Et est-ce que vous avez fait une bonne opportunité en termes d'investissement? C'est quand même ce que vous voulez également. Euh, et il faut quand même que ce soit aussi aligné avec la stratégie de la startup dans laquelle vous financez le projet, où vous prenez certains risques, mais de toute façon, investir dans une startup, c'est toujours risqué. C'est toujours le risque, en tout cas l'actif, en tant qu'investisseur, le plus risqué que vous allez pouvoir prendre. Généralement, il y a de très fortes chances que ça vale plutôt rien que quelque chose, mais c'est le risque et c'est aussi justement pourquoi il y a autant de business angels, parce que c'est assez passionnant de pouvoir suivre des projets, investir, aider justement ces entrepreneurs dans le développement de ces projets-là et de les aider financièrement, mais pas que. Et bref, tout ça pour aussi faire le lien avec le troisième point et les autres, c'est que le troisième point, quand on investit sous forme de BSR, certes, on n'a pas des actions tout de suite. Et donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas les mêmes droits que des actionnaires, c'est-à-dire droits d'information, de convocation aux assemblées générales, donc des droits politiques, des droits d'information et les droits de pouvoir céder aussi ces actions. Mais encore une fois, si on se base d'un point de vue maturité sur des projets assez early stage, vous, en tant qu'investisseur, vous savez, en tout cas vous devez savoir, que ça met entre 5 à 7 ans, généralement, un horizon de liquidité. D'ailleurs, Angel Square avait fait aussi un très bon papier là-dessus sur justement les performances des business angels, etc., et les horizons de liquidité. Donc là, sur tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, justement, vous voyez, ce qui est venu, c'était dans une note d'ailleurs aussi interne d'un réseau de business angels dont j'ai pris ce point, et qui disait, bah, on n'a pas les mêmes droits essentiels des actionnaires, participation éventuelle à un comité stratégique.
Bah, typiquement là, participation à un comité stratégique, c'est pas forcément un droit d'actionnaire, donc il y a un mélange. C'est ce qu'on retrouve justement avec le board et le comité stratégique qu'on peut mettre en place et ce qu'on met souvent en place dans une augmentation de capital, un tour de financement, et dans lequel, bah, généralement, s'il y a un fonds d'investissement, mettons, donc un investisseur institutionnel qui va investir, peut-être un groupe de BA, qu'importe, mais des montants relativement importants, mettons entre 3 à 300 et 1 million d'euros, bah, ils veulent s'assurer d'avoir quand même un regard sur des décisions stratégiques prises par la société. Et donc, dans ce cadre-là, il est souvent prévu ce comité stratégique, donc un board, dans lequel on a souvent un représentant, peut-être même deux, des investisseurs, avec des représentants des fondateurs, bien sûr. Et dans le cadre de ce board, avant même que des décisions stratégiques soient prises, dont la liste est établie justement avec les investisseurs et les fondateurs, il y a justement l'accord de ce board qui doit être pris et donné. Sinon, ces décisions ne peuvent pas être prises. Mais ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que bah, au début, quand on est une startup assez early stage, et donc on n'est pas dans le cadre d'un tour très structurant, euh, on n'a pas envie en fait d'être dans une logique de reporting, là où on doit en fait créer de la valeur et se concentrer et être vraiment focus sur bah, le développement du business. Et donc quand on peut lire, ok, mais on ne fait pas partie du comité stratégique quand on investit en BSR, mais quand on investit même en augmentation de capital, ça ne veut pas dire que vous, en tant qu'investisseur, vous allez forcément faire partie de ce comité stratégique. Si vous mettez 10 000 euros, autant vous dire que généralement, non, vous n'allez pas faire partie du comité stratégique. Si vous investissez en equity, en augmentation de capital, oui, vous allez là être associé, donc actionnaire, donc avoir ses droits. Mais bon, les droits d'information, etc., en tant qu'actionnaire, bon, généralement, ils ne sont pas aussi importants, entre guillemets, que ce qui peut être prévu dans votre pacte d'associés. Donc, il faut faire attention à ces arguments-là, parce qu'ils mélangent un peu tout. Et de façon pas très très claire d'un point de vue juridique, hein. En tant que juriste, justement, il faut s'attacher à la clarté par rapport à ces allégations, en tout cas, et de faire en sorte qu'on ne mélange pas tout et que ce soit en tout cas clair pour vous, investisseurs, comme pour vous, entrepreneurs, sur ces aspects-là. Et donc, sur ce point, autant vous dire que quand vous investissez en tant qu'investisseur early stage dans des boîtes pré-seed ou seed, vous, selon le montant aussi que vous allez pouvoir investir, évidemment, vous allez avoir un regard, en tout cas des informations sur comment l'activité se déroule de la société, mais ce n'est pas non plus euh, derrière un vrai contrôle ou un contrôle de la gestion courante de la société. Et donc, c'est là où les entrepreneurs vous donneront des informations, mais pour des décisions qui doivent être prises, il faut leur laisser justement cette latitude et cette liberté de prendre des décisions, quand bien même des fois elles peuvent être stratégiques. Et c'est dans un tour plus structurant que seront là mis en place un comité stratégique avec justement des garde-fous côté investisseurs sur des décisions comme celle-ci. Donc ça, pour terminer peut-être sur ces différents points, le BSA est moins intéressant aussi fiscalement. Bah, d'ailleurs, on a fait un webinar sur le sujet avec une avocate fiscaliste et je vous le partagerai justement dans le chat. Effectivement, ça c'est un point clairement à avoir en tête. Les BSR ne sont pas éligibles, par exemple, au PEA ou au PEA PME, côté investisseur. Donc s'il y a des investisseurs qui se disent, OK, je vais utiliser mon PEA, et si c'est en BSR, bah, c'est pas grave, ça marche quand même. Non, attention, il faut que ce soit clair là, pareil, pour tout le monde. Est-ce que le dispositif loi Madelin, IRPME, que beaucoup de business angels peuvent utiliser également, fonctionne avec le BSR? Oui, mais sur certaines conditions, c'est une zone un petit peu grise, donc pareil, il faut faire attention là-dessus, à bien cadrer ces aspects entre vous. Et enfin, après, quand on se dit, bah, tant qu'on n'a pas converti les BSR, on n'a aucune réelle idée de la dilution de votre capital, et encore plus, il y a plusieurs types de BSR avec différentes conditions, bah là, en fait, ça veut juste dire que vous êtes mal accompagné, ou en tout cas, vous n'avez pas bien fait votre travail, parce que vous devez avoir une vue très claire, selon les différents scénarios, de quelle sera votre table de capitalisation à l'issue de la conversion des BSR, et y compris s'il y a d'autres investisseurs qui rentreraient au capital à ce moment-là. Il faut que ce soit toujours très très clair, et c'est sur ça que nous, évidemment, côté Cédégals, on vous accompagne, on vous aide, parce que ça n'a aucun secret sur ces aspects, table de capitalisation, les différentes conditions, la plateforme vous aide là-dessus, et l'équipe encore plus, et vous y voyez très clair. Donc, est-ce que vous avez peut-être des questions déjà dans le chat? Je vois qu'il n'y en a pas. Donc, s'il n'y en a pas, je saute sur les autres points, mais n'hésitez pas, justement, sur tout ce que je viens d'avancer, de rebondir dessus et de poser des questions si besoin. Donc là, on s'est dit, OK, pourquoi il s'est si décrié le BSR? Bah, en fait,
voilà, ça soulève les questions qu'on vient de balayer et de voir ensemble sur, OK, je n'ai pas des actions tout de suite, je les ai plus tard, comment ça se passe? La fiscalité peut être un peu différente que quand on souscrit des actions nouvelles sous forme d'augmentation de capital. On ne fixe pas la valo, on l'encadre, mais au-delà de tout ça, les fondamentaux, ils restent les mêmes. Les fondamentaux, et ce sont notamment ces notions essentielles côté levée de fonds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes une startup, encore une fois, early stage, pré-seed, seed, euh, vous allez vous poser de toute façon ces questions, y compris des startups qui sont plus en série A et B, hein, sur OK, il va falloir me faire mon pitch deck, il faut que j'ai un business plan, une data room. C'est d'autant plus vrai quand les sociétés sont plus matures et moins quand les sociétés sont très jeunes, parce que bon, on n'a pas énormément d'historique, donc une data room dans laquelle on pourrait mettre pas mal de documents ou informations à partager aux investisseurs avant même qu'ils investissent. Bon, il n'y a pas énormément d'historique, mais quand même, ça peut se mettre en place sans souci. Et donc là-dessus, le pitch deck, business plan, c'est des choses que vous allez retrouver évidemment, que vous investissiez, vous, investisseur en BSR ou en equity, ou pareil côté entrepreneur, si vous voulez utiliser l'une ou l'autre mécanique. On reste toujours dans l'aspect dilution et il faut voilà, que ce soit présenté déjà convaincant pour intéresser des investisseurs et plus pour pouvoir vraiment faire en sorte qu'ils investissent dans votre projet à la suite. Et donc, comment les cibler? Donc, tous ces éléments, bien sûr, ces éléments sur lesquels on peut vous aider à Citégaz pour en rencontrer tous les jours, hein, des entrepreneurs qui font cet exercice et nos équipes qui sont très expérimentées sur ces aspects. Et comment préparer son roadshow? Pareil, ça, c'est les questions essentielles que vous allez vous poser. Il s'ensuit aussi, sur cette échelle de risque qui impacte votre valorisation potentielle, ou en tout cas la manière dont vous allez pouvoir financer votre projet, ces différents éléments pour lesquels vous n'allez pas y couper, hein. Donc, toujours avoir ça en tête, et ça indépendamment, encore une fois, que ce soit sous forme de BSR ou sous forme d'augmentation de capital. Quel est votre facteur de différenciation par rapport au marché? C'est tous ces éléments-là, vous allez retrouver dans votre pitch deck, donc de votre support de présentation, que vous allez faire passer à vos investisseurs pour leur expliquer qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre mission, c'est quoi l'équipe, est-ce qu'il y a un risque produit, un risque marché, quelle est votre stratégie de go-to-market, comment vous allez développer votre projet sur go-to-market, votre business model, quand bien même votre business model sous forme, quand on est une boîte, encore une fois, très jeune, le business model, il a vocation à évoluer. Et souvent, il y a, OK, d'abord, ce que vous avez en tête sur votre plan. Donc, obligatoirement, vous allez le prévoir. Et pareil avec les unit economics que vous allez les suivre. Donc, que ce soit les facteurs clés, justement, de suivi, les indicateurs clés de suivi, les KPIs. Tout ça, c'est des éléments importants à avoir en tête. Financial consistency, pareil. Est-ce que vous allez faire un business plan et donc avec un forecast sur 3 ans? Généralement, effectivement, oui, vous allez le faire, même si vous savez très bien qu'il y a peu de chances pour que vous suiviez à la lettre les différents plans et sur les 3 années, tomber pile sur ce que vous aviez vu en prévisionnel, quoi. Donc, mais c'est un exercice quand même indispensable pour montrer justement, vous, le plan, où est-ce que vous voulez aller, ce que vous allez adresser, quelle est la manière dont vous allez pouvoir le faire et bien sûr de pouvoir ensuite avoir des deals équilibrés côté entrepreneur comme côté investisseur, d'où ce point qui est mentionné aussi ici, avec justement la mécanique, BSR ou augmentation capitale. Et enfin, OK, c'est quoi l'exit route? Quand est-ce que les investisseurs pourront, eux, éventuellement, monétiser leur investissement en capital? Parce que voilà, ce ne sont pas des philanthropes, c'est des personnes qui vont investir en attendant un retour sur investissement, d'où la notion d'équilibre entre les conditions d'investissement. Donc, tout ça, c'est indépendamment de cette mécanique entre BSR versus augmentation de capital. Mais si on parle en fait de l'élément central là-dessus, qui est la valorisation. Ben, quand on dit aussi que lorsqu'on investit sous forme de BSR, en fait, on n'a pas à discuter de la valorisation, on n'a pas à la fixer, c'est faux. C'est faux. On n'a pas à la fixer, certes, avec le BSR, quoique certains BSR peuvent prévoir une valorisation fixe à laquelle convertiront les BSR. Ça existe. Et c'est le cas d'ailleurs, nous, auprès de différents, justement, que ce soit des programmes d'accélération, que ce soit des incubateurs, que ce soit aussi des investisseurs, que ce soit des fonds d'investissement. Donc, il y a différents types et profils d'investisseurs, même des business angels. On l'a vu, nous, sur la plateforme, on l'a prévu et on l'a fait, on a facilité cette opération. Parce que c'était un accord entre eux, ils se sont dit, OK, voilà, on prévoit une valorisation fixe. Et là, vous dites, mais alors, pourquoi ne pas prévoir une augmentation de capital?
Tout simplement parce que, et on va le voir juste après, administrativement, juridiquement, c'est un peu plus lourd de mettre en place une augmentation de capital. Et pareil, est-ce qu'il faut prévoir un pacte d'associés absolument? Justement, là, l'idée, c'était, on va pas cadrer tout ça parce que le stade de maturité de cette startup est encore très précoce et très jeune. Donc, on n'a pas envie de faire une usine à gaz avec un pacte d'associés, avec un board, avec 8 personnes dans ce board, avec 4 représentants des investisseurs qui doivent reporter côté entrepreneur. Chaque fois qu'ils vont prendre des décisions stratégiques dans une liste, à n'en pas finir de toutes les décisions justement qui doivent être soumises au board, au comité stratégique avant d'être prises. Et non, de manière très pragmatique, ces investisseurs se disent juste, OK, je vais financer ce projet. Derrière, en fait, le pacte d'associés, lors du prochain tour, qui sera plus structurant, là, sera mis en place. Et c'est à ce moment-là où, effectivement, nous, on rentrera au capital si on investit sous forme de BSAR. Et là où sera structuré vraiment l'aspect gouvernance côté de la startup, avec ce qu'on s'est dit sur le comité stratégique, les décisions et autres. Et c'est en fait une manière assez simple à comprendre, c'est de se dire, on va investir là tout de suite, on y croit, on va bien sûr prévoir des conditions avantageuses, soit valorisation fixe, soit valorisation encadrée. Dans le cas du BSR, c'est plus souvent ça ce qu'on retrouve en pratique, avec un cap, un floor et une décote, et on va revenir un peu sur comment ça fonctionne. Et donc, en fait, là, la logique, pareil, on la retrouve. La valorisation, on en parle dans le cas du BSR. Et on doit clairement avoir en tête quel serait justement le prix des actions à la conversion des BSR, si on convertit au cap, si on convertit avec la décote. Et de votre côté, vous, investisseurs, c'est essentiel de aussi l'avoir en tête de manière claire, hein. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre quand vous allez convertir votre BSAR et bénéficier effectivement de vos actions. Sachant aussi, souvent ce qu'on voit en pratique, c'est que certains investisseurs peuvent se dire, moi, si je convertis mon BSAR, derrière, je voudrais revendre mes actions. Non, c'est pas à ce moment-là parce que, comme on se l'est aussi dit, généralement, l'horizon de liquidité pour des investisseurs, quel qu'il soit, c'est plutôt 5 à 7 ans. Euh, et donc, quand on convertit un BSR, généralement, ça ne met pas 5 à 7 ans, et heureusement, à convertir. Ça met généralement entre 12 et 24 mois. D'où l'aspect date butoir et justement ce qu'on disait tout à l'heure avec ces 12 et 24 mois mis en place par justement les entrepreneurs avec les investisseurs côté BSR. Et donc, on ne va pas convertir son BSR et vendre ses actions tout de suite. Généralement, on va convertir ses actions, on aura réalisé du coup une plus-value potentielle équivalente soit à la décote, soit au cap, et en fonction de ce qui était prévu côté donc BSAR avec les différentes conditions. Et derrière, on attend peut-être le prochain tour ou un autre qu'on puisse revendre là les actions en générant une plus-value, un multiple intéressant, et là en ayant ce retour sur investissement côté investisseur. Donc ça, c'est le cas un peu idéal, mais souvent aussi, en fait, il se passe le cas où on a pris le risque, et comme pour une augmentation de capital ou un BSAR, en fait, la startup va au tapis, elle ferme, ça n'a pas marché, et on a perdu son investissement. C'est le risque essentiel, en tout cas auquel on ne peut pas non plus couper quand on investit dans des startups, c'est comme ça, en tout cas, il faut l'avoir en tête. Et donc, sur la valorisation, comme vous le voyez, elle évolue en fonction du concept, du prototype, du lancement, et elle a vocation à grandir donc, et à être plus importante au gré de la maturité et de l'avancement du développement de la startup. Mais comment elle est fixée, cette valorisation? Donc, nous aussi, pareil, avec nos données sur la plateforme, on a des benchmarks, on a des référentiels, mais ça reste justement des référentiels. Et comme vous le savez, il y a plusieurs façons de pouvoir valoriser des startups. Mais encore une fois, selon la maturité de cette startup, on ne va pas valoriser de la même façon. On a aussi fait un webinaire il y a peu de temps avec SoValue, une startup qui est en tout cas une boutique de valorisation, expertise financière spécialisée dans ce qui est valorisation, notamment des prix d'exercice de BSPCE et des valorisations de startup, qui permet de pouvoir justement dire, OK, est-ce qu'on va appliquer un DCF? Est-ce qu'on va appliquer je sais pas, l'option pricing model pour des options ou autres? Ça dépend de la maturité. On avait fait aussi ce webinaire avec OVNI, qui est un nouveau fonds de capital risque lancé par Augustin Saillet. Et donc, pareil, on a échangé là-dessus. Je pourrais vous repasser la vidéo. C'était intéressant de se dire, en fonction justement du développement de la startup, on va pouvoir fixer une valorisation selon qu'on est investisseur, on a des perspectives différentes que selon si on est entrepreneur, notamment côté entrepreneur par rapport à la dilution dont on parlait. Et plus on va donner du capital,
moins la valorisation du coup sera élevée et moins on va donner du capital, plus elle peut être élevée. Donc ça, en fait, c'est une mécanique très simple parce que quand on voit là justement les ordres de grandeur qu'on peut vous partager, euh, ça veut dire que derrière, comment on les fixe? On peut les fixer en comparant avec d'autres projets, on peut les fixer avec des multiples de chiffre d'affaires, mais quand on ne fait pas encore de chiffre d'affaires, quand on ne fait pas encore justement de revenus, compliqué de pouvoir le fixer sur cette base. Et donc, pour des boîtes qui sont pré-seed et même voire seed, très souvent, la valorisation, elle est fixée de manière assez simple. C'est une règle de 3, en tout cas, qui a le mérite de la simplicité et de la clarté sur, OK, quelle serait la valorisation, que ce soit côté investisseur ou côté, évidemment, entrepreneur. Ce sera la même, hein, sur laquelle vous allez vous mettre d'accord dans le cadre d'une augmentation de capital. Et bien, souvent, déjà, vous vous dites, ben, moi, enfin, le financement que je vais avoir, les fonds, ça va me servir à avoir une durée, en tout cas, et suffisamment de cash pour les 12-18 mois prochains. Aujourd'hui même, on est plus souvent à dire c'est 24 mois plutôt que 12 à 18 mois pour étendre ce qu'on appelle le runway, c'est-à-dire ben, entre les revenus qu'on peut générer et nos dépenses, et ce qu'on a du coup eu aussi en banque grâce à ce financement, combien de temps je vais pouvoir faire durer la société. Et bah, souvent, il faut qu'on soit à 24 mois plus, justement dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, où il est un peu plus compliqué encore que ce qu'il l'était en 2021 pour lever des fonds. Donc ça, c'est à avoir en tête. Mais ce qui est aussi très important, c'est le pourcentage du capital, comme vous le voyez, de ce que vous allez donner en contrepartie aux investisseurs. Souvent, la dilution que vous voyez ici, elle est entre 10 et 20% du capital pour des investissements qui sont en pré-seed et seed. Pour des levées en seed d'un montant de 1 million d'euros, on est même plutôt entre allez, 25 et 30% du capital, mais 30% du capital, on revient à, il y a quand même une dilution assez importante, il faut faire attention à garder justement une part du capital pour l'équipe fondatrice si on souhaite relever des fonds par la suite. Toujours avoir ça en tête. Et donc, dans notre exemple, si on fait une levée de fonds de 500 000 euros pour 10% du capital, alors, on se dit, nous, fondateurs, voilà, dans l'équipe, on veut nous lever 500 000 euros en equity, et peut-être qu'on aura après justement de la dette qui complétera ce tour auprès d'investisseurs privés avec l'effet dilutif pour 200, 300 000 euros, ce qui fera un total de 800 000 euros qu'on pourra avoir et développer notre projet. Mais là, si on veut 500 000 euros en equity contre 10% du capital, c'est quoi la valorisation de la société, selon vous? Vous pouvez le mettre dans le chat. Alors, combien c'est? C'est quoi la valeur de la boîte? Si on donne 10% en contrepartie des 500 000 euros investis. C'est une règle de 3 très simple, hein. Il n'y a pas de piège. 5 millions, exactement, Habib. Tu as tout à fait raison. Et 5 millions, ça, c'est quoi? C'est la valorisation qu'on appelle post-money. Et donc, la valorisation post-money, c'est quoi? C'est la valorisation de la société qui comprend les 500 000 euros qui ont été investis. Et donc, la valorisation pré-money, elle, souvent sur la base de laquelle on se met d'accord dans la lettre d'intention ou dans le cadre de l'investissement, c'est les 5 millions moins les 500 000 euros investis, donc 4,5 millions. Là, on voit, c'est 4,5 millions. Donc, quel est le prix par action qui découle de cette valorisation pré-money? C'est 4,5 millions divisé par le nombre d'actions qui composent le capital de la société. Et par magie, vous avez défini votre prix par action auquel souscriront justement les investisseurs pour acheter les actions et investir dans la boîte. C'est aussi simple que ça. Et donc ça, vous pouvez très clairement le détailler, en tout cas le mettre à plat de votre côté quand vous envisagez de lever des fonds et faire votre petit exercice de projection, d'estimation, et vous dire, OK, ça va être ça, plus ou moins le prix par action sur cette valorisation-là. Mais si on corrèle les 4,5 millions pré-monnaie de valorisation à un stade de développement de votre projet qui est pré-revenu, pré-produit, et en fait, vous êtes juste à la fin du stade de l'idéation, vous avez peut-être finalisé votre MVP, mais encore faut-il que vous ayez du coup des retours utilisateurs, des bêta, testeurs et autres, pour voir justement comment ça va se passer, comment ça va être reçu, ce que vous avez pu développer depuis la phase d'idéation. Là, si vous voulez 500 000 euros contre 10% du capital, sans revenu encore, ou sans produit en tout cas qui a été effectivement lancé et qui est live tout de suite, c'est compliqué.
c'est très compliqué parce que comment convaincre des investisseurs là sur cette base-là, sans ces chiffres, sans ces arguments concrets, que ce soit des revenus ou que ce soit des utilisations et des utilisateurs qui valident vous, votre projet. Bah là, c'est une valorisation qui est complètement décorrélée et à côté un peu de la plaque par rapport à votre stade de financement. Donc là, se pose la question de est-ce que vous allez tout de suite valoriser votre projet parce à ce montant-là, à 10%, parce que vous n'avez pas envie de vous diluer plus, ou est-ce que vous allez du coup dire, bah non, en fait, je vais le faire pareil, mais je vais donner 30% du capital, ou mettons 25% du capital. Donc, si c'est 25% du capital pour 500 000 euros investis, pareil, on refait le même exercice de valorisation. Là, c'est x5, 5 x 5, 25, ça fait 2,5 millions post-monnaie, donc 2 millions d'euros pré-monnaie. Ce serait la valorisation. Mais même à stade, 2 millions d'euros pré-monnaie, c'est énorme. En fait, là, tout ça pour dire, c'est quoi? Bah, ça veut dire que vous allez fixer une valorisation pas sur une base rationnelle, ce sera sur une base complètement irrationnelle et justifiée uniquement par cette règle de 3 qui a au moins le mérite de pouvoir cadrer un peu de la façon dont vous allez vous mettre d'accord sur combien je te donne et combien tu me donnes, grosso modo. Et donc, si c'est pas en fait très cohérent de fixer une valorisation sur cette base à la fois côté dilution et à la fois côté fixation du montant de cette valorisation, c'est là où les BSR peuvent être éventuellement utiles. Est-ce que vous allez pouvoir lever 500 000 euros en BSR? Peut-être, c'est possible. Nous, les plus gros montants qu'on ait fait en BSR, c'est 2,8 millions. Donc, il existe justement des montants. Après, tout le monde n'est pas en mesure, compte tenu justement du développement du projet, etc., hein, évidemment. C'est des généralités un peu ce que je dis. Mais dites-vous bien qu'il faut que ce soit clair sur, OK, est-ce que c'est intéressant, compte tenu de mon stade de financement sur une boîte early stage, de fixer ma valorisation? Si vous vous mettez d'accord avec les investisseurs là-dessus et que la dilution est cohérente par rapport à ce que vous envisagez par la suite et que vous mettez d'accord avec les investisseurs, faites un tour de financement en equity, donc en augmentation de capital, prévoyez un pacte d'associés. euh, Ayez en tête que ce pacte d'associés, si vous levez des fonds plus tard, il sera tout simplement déchiré et remis à jour avec le nouvel investisseur qui leadera le prochain tour. C'est aussi simple que ça. Et donc, inutile au tout départ, si vous envisagez déjà de lever des fonds plus tard, en tout cas dans un prochain temps, de faire un pacte d'associés, une usine à gaz. Vraiment, c'est pas le but. Et nous, c'est d'ailleurs ce qu'on facilite avec Sealegals, vous vous concentrez sur les principales questions business, c'est très modulable et très flexible sur la plateforme, et ça vous sort des documents qui sont justement de qualité, en règle avec les pratiques, et qui vous permet de pouvoir avancer de manière assez simple et rapide. Voilà, on évite les discussions qui prennent des mois pour faciliter justement votre investissement. Mais si on revient un peu à la différence avec le BSR, qui était quand même l'objet initial là, de notre discussion, là, la différence avec le BSR, c'est quoi? C'est que, comme vous l'avez compris, augmentation de capital, fixation de votre valorisation, fixation de votre prix par action, des actions nouvelles, et vous allez prévoir un pacte d'associés. Alors, avec le BSR, c'est pas tout à fait le cas. Ce que vous allez prévoir, c'est justement généralement une triptyque entre les décotes, la valorisation cap, la valorisation floor, la date butoir, et quand est-ce que convertira votre BSR, donc soit à l'occasion d'un prochain tour de financement, soit à l'occasion de l'arrivée de la date butoir. Et donc, c'est à ce moment-là que le prix par action donc, sera déterminé pour la conversion des BSR. Et c'est à ce moment-là que les conditions donc, avantageuses seront données aux investisseurs BSR pour récompenser le risque pris. Donc, là-dessus, souvent, c'est entre 10 et 20% la décote. Et on va voir un peu comment ça fonctionne et comment la mécanique se traduit de manière assez concrète. Et donc, je passe vite, mais pour la montrer, en tout cas récapituler les principales différences entre la levée de fonds et le BSR, c'est que la valorisation, elle est souvent donc pas fixée tout de suite, elle est différée avec le BSR, même si elle peut être fixée, comme on se l'est dit, mais elle est encadrée la plupart du temps. Le levée de fonds, elle est fixée tout de suite. La détention des actions nouvelles pour les investisseurs, elle est différée avec le BSR, mais vous pouvez toujours encadrer contractuellement aussi le droit à l'information ou d'autres éléments à ce niveau-là. Donc ça ne veut pas dire, OK, je donne de l'argent et je fais un chèque en blanc, quelque part, mais vous prenez toujours un risque dans les deux cas, de toute façon, d'un point de vue capitalistique et le montant que vous allez investir, évidemment, ce n'est pas quelque chose d'assuré. Il y a d'autres actifs financiers pour vous assurer une plus grande sécurité, peut-être moins intéressant en termes de retour potentiel sur investissement, mais bref, alors que côté justement levée de fonds, c'est immédiat, hein. Quand vous avez les actions dans une levée de fonds, vous les avez tout de suite. La dilution, elle est différée côté BSR, évidemment, mais elle a toujours lieu, ça c'est sûr. Donc, c'est pas du non dilutif, hein. On revient sur l'aspect dilutif, comme on se l'est aussi dit
avec le BSR, elle est immédiate avec l'augmentation capitale, vous l'avez compris. La mise à disposition des fonds, par contre, dans les deux cas, elle est immédiate. La différence, c'est que côté BSR, la mise à disposition des fonds a lieu directement sur le compte en banque de la société, donc le compte courant. Pas besoin de créer un compte d'augmentation de capital qu'il est obligé de faire avec l'augmentation de capital. Versement des fonds, donc effectivement, c'est ce qu'on vient de se dire. Décision des associés, dans les deux cas, ça passe par une décision d'associé. Et les formalités auprès du greffe pour la mise à jour de votre extrait CABIS, pour le coup, c'est corrélé à l'augmentation de capital. Donc BSR, c'est différé. Augmentation de capital, ça a lieu tout de suite. Voilà pour tous ces différents sujets. Alors maintenant, si on fait un petit exercice, et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous permet de faire, nous, sur Seed Legals, donc de pouvoir justement encadrer et surtout simuler quelle sera la dilution à l'occasion de votre tour de financement prochain, si les BSR convertissent, comment ça se passe, qui a combien, etc., que ce soit avec plusieurs BSR, avec plusieurs conditions ou qu'un seul. Donc tout ça, vraiment, il faut que ce soit clair de votre côté. Il faut que ce soit clair de votre côté. Et si vous avez la moindre question, justement, n'hésitez pas. Vous pouvez réserver des créneaux, nous, avec nos experts, hein, et nos équipes. Donc là, je vous le mets dans le chat, justement, pour pouvoir prévoir un créneau avec eux. Et je vais aussi vous mettre dans le chat ici le lien pour notre, justement, webinar sur la fiscalité. Alors, il faut que je le retrouve, je vous le mettrai par la suite, à la fin. De toute façon, vous pouvez retrouver énormément de ressources sur notre blog, sur notre site. Et là, ce que je voulais plutôt vous partager aussi, pour finir sur quelque chose d'assez concret, c'est le simulateur qu'on a l'habitude de passer à nos clients et utilisateurs côté Seed Legals sur la plateforme. Donc là, si je vous partage mon écran à nouveau, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc ici, je pense que vous voyez mon écran. Donc là, c'était la présentation. Je vais mettre ça ici. Donc, si on est une société dans laquelle il y a 10 000 actions, mettons que le prix par action est de 1 euro, qui a, allez, pas d'option. Donc ici, on est sur 10 000 actions toujours. Donc là, on est sur cette base-là. Et que vous allez financer à hauteur de 100 000 euros, ici, sous forme de BSR. La question, bien sûr, qu'on va se poser, c'est comment on fixe là le cap, le floor, la valorisation à l'événement déclencheur. Donc ça, c'est la valorisation au moment de l'arrivée de la date butoir, le taux de décote, donc grosso modo tout ce dont on a parlé. Et en fait, souvent, ce qu'il faut faire pour pouvoir réfléchir à ça, c'est de se projeter. Parce que le BSR, fondamentalement, il a vocation à financer un projet en vue d'un prochain tour de financement. Et il a été créé justement par Y Combinator, donc c'était dans les années 2010. Il existe en France depuis 2013, donc c'est pas un nouvel outil, c'est un outil qui existe depuis 10 ans maintenant, et donc qui a été justement inspiré des pratiques anglo-saxonnes et localisé en France sous cette forme de BSR. Mais c'est l'équivalent du SAFE, le Simple Agreement for Future Equity, donc américain, et qui a été créé pour cette simple et bonne raison, comme vous l'avez vu, comme on se l'est dit, de si on a du mal à fixer une valorisation qui ne fait pas trop sens, qui aurait une trop forte dilution ou autre, qu'il faut trouver un équilibre justement entre les investisseurs et les entrepreneurs dans le cadre de ce financement, et pourquoi pas, la mécanique du BSR peut être intéressante. Ça évite justement de fixer la valo, l'encadrer, on ne s'embête pas à faire un pacte d'associés, même si ça peut être très simple et fait facilement, d'autant plus avec Seed Legals pour vous accompagner là-dessus. Mais typiquement, vous voulez faire justement de manière assez flexible et rapide l'investissement et au fil de l'eau rentrer vos investisseurs. Et moi, le BSR, il est fait pour ça. Et donc, c'est là où il faut justement faire le pendant entre l'un et l'autre pour savoir ce qui serait le plus intéressant pour vous. Mais ce qui n'enlève pas, justement, si on se dit, OK, on veut faire un BSR, 200 000 euros. On a besoin de financement, on va commencer par un DBSR avec nos différents investisseurs. On a déjà, je sais pas, 5 business angels qui sont prêts à mettre 10 000 euros chacun. OK, très bien. Donc, on est à 50% de ce qui est envisagé là en termes de financement. Maintenant, il faut la suite. Comment ça se passe? C'est quoi les conditions? En fait, déjà, la première question que vous posez, c'est OK, si vous financez à hauteur de 100 000 euros, est-ce que vous allez avoir besoin de vous financer plus tard? Est-ce que vous envisagez de relever des fonds dans les, je sais pas, 12 ou 18 prochains mois? Réponse oui. OK, combien? Mettons, je sais pas, 1 million d'euros, par exemple, ou peut-être 500 000 euros, peu importe. L'exercice sera le même. Donc, si on met 1 million d'euros ici, on revient sur ce qu'on s'est dit. 1 million d'euros en termes de financement, la valorisation pré-monnaie de la société, ce sera combien?
Et ben, on raisonne avec la règle de 3 dont on a parlé. Mettons, c'est 25% du capital. 25% du capital en prêt-monnaie, ça va nous donner, voilà, ça va nous donner ici 3 millions d'euros. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ça va nous donner 3 millions d'euros ici? Donc là, en fait, juste à enlever également, il y avait juste ce petit 555 là, hop, ici, et donc c'est 25% du capital. Pourquoi il y a des moins, etc. ici? Juste parce qu'il faut qu'on remplisse les autres champs. Mais là, on voit ici que c'est 25% du capital qui serait donné en contrepartie. Ça revient à la règle de 3 qu'on s'est donnée. 25% du capital pour 1 million d'euros, bah, c'est 1 fois 4, donc c'est 4 fois 1 million, c'est 4 millions, post-monnaie, moins 1 million pour trouver le prêt-monnaie, 3 millions d'euros. Voilà. Et donc là, on va se dire, OK, bah, peut-être qu'on va se servir de référence sur cette valorisation pré-monnaie pour fixer éventuellement une valorisation plafond, un cap, 3 millions d'euros. Pour le plancher, on va peut-être fixer, allez, disons, 3 fois moins, 1 million d'euros. L'événement déclencheur, bon, 3 possibilités ici, soit on fixe en s'adaptant au cap, ce qui est plus à l'avantage côté entrepreneur, parce que ça veut dire si on arrive à la date butoir sans augmentation de capital entre le moment de l'investissement et l'arrivée de cette date butoir, eh ben, OK, quelle valorisation va servir de référence pour la conversion du BSR? 3 millions d'euros ici, bah, ce serait plutôt l'argument entrepreneur en disant bah ouais, j'ai généré suffisamment de revenus, en fait, j'ai pas relevé des fonds derrière parce que j'ai généré suffisamment de cash et j'ai grandi de manière organique suite à cet investissement de 100 000 euros, ce qui fait que bah, voilà, la valorisation de la société, elle est justifiée aussi d'être assez haute et à la valorisation cap parce que bah, j'ai pas besoin de nouveaux financements, je génère une croissance organique et des financements tout seul. Cas assez illusoire souvent. Ça dépend encore une fois du développement de la société. Est-ce que oui, elle peut faire du cash rapidement et pourquoi pas, ce serait une réalité, très bien. Mais le côté investisseur, peut-être on va dire non, non, pas du tout. Moi, ce serait plutôt le floor. Ça veut dire que si tu n'as pas levé des fonds d'ici la date butoir, c'est que tu as raté ton coup et donc c'est plutôt le floor qui devrait jouer. Ok, très bien. Ça, c'est plus à l'avantage côté investisseur, évidemment. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah, pourquoi pas, vous dites, OK, une valorisation intermédiaire entre les deux. Mettons ça, 2 millions d'euros, entre le cap et le floor, ici. Donc là, je l'ai mis ici, mais on va la mettre là. Voilà. Et après, le taux de décote, bah, pareil, le taux de décote, généralement, il est entre 15 et 30%, pour faire une fourchette assez large. Mettons, 20%, c'est assez standard, et tout dépend, justement, en pratique, sur cet aspect. Bah, là, on voit clairement ce que ça va nous donner d'un point de vue capital. Donc, d'un point de vue capital et dilution, ça va nous donner quoi? Bah, ça va nous donner déjà un côté prix par action. Le prix, ce sera de 287,96 pour les investisseurs seed qui investissent 1 million d'euros sur une valo de 3 millions. Voilà. Et comment on calcule ça? On calcule ça avec justement ce qu'on s'est dit tout à l'heure, le prix par action, donc la valorisation divisée par le nombre d'actions issues justement de la conversion, enfin le nombre d'actions justement qui divise la valorisation donnée. Bref, là, pour les BSR, qu'est-ce qui va jouer? Ben là, on voit en fait ce qui va jouer, ça va être la décote. Pourquoi ça va être la décote? Parce que la valorisation ici, elle est de 3 millions, donc elle colle au cap, elle n'est pas au-dessus. Et donc, c'est si la valorisation lors du prochain tour est égale à 3 millions ou se situe entre le cap et le floor, c'est la décote qui va jouer. Donc, comme on a prévu 20%, bah, ces 20% s'appliqueront sur cette valorisation pré-monnaie de 3 millions, ce qui fait que ce sera une valorisation de 2,4 millions, sur la base de laquelle convertiront les BSR en question, donc les 100 000 euros. Les 100 000 euros ici donneront accès à 418 actions sur une base d'un prix par action, lui, qui n'est pas de 287,96, mais qui est sur une base de 240 euros, qui découle de la valorisation des côtés de 2,4 millions. Voilà l'idée. Et ce qui donne derrière un pourcentage du capital comme celui-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, si vous jouez, on se dit, OK, mais finalement, en fait, on lève 2 millions ici à une valorisation de 6 et non pas de 3. OK, pareil, ça restera toujours 25% du capital, mais là, ça va être le cap qui va jouer. Ah oui, parce que la valorisation ici pré-monnaie, elle est largement au-dessus du cap. Et donc, la différence, c'est que là, au lieu d'être à 580, on est à 300. C'est le cap qui a joué, justement, valorisation maximale à laquelle convertissent les BSR. Mais côté capital, ici, on voit qu'on est à 2,42, donc on a moins de pourcentage du capital. Et pourtant, on a fait, entre guillemets, une meilleure affaire, là, ici, en termes
justement montant et de décote. Parce qu'on a 50% en fait de décote quelque part. C'est pas les 20% qui jouent, c'est le cap. Bref, vous voyez en tout cas la logique et comment ça peut se concrétiser. En tout cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous avez justement dans le chat le moyen de pouvoir faire un call avec nos équipes. On saura vous expliquer tout ça encore plus et j'espère que c'était assez clair là ce matin, en tout cas ce midi. Et si, peut-être pour terminer, ben, il n'y a pas de tour de financement ici, donc pas l'entrée des nouveaux investisseurs en seed, on arrive à la date butoir, et ben là, les investisseurs, ils rentreront ici sur la valorisation de 2 millions. Et sur la base de cette valorisation ici, on voit, c'est les 100 000 euros. On rentre sur la base des 2 millions, ce qui nous donne un prix par action de 200. Ici, ça nous donnerait, en tant qu'investisseur, 500 actions. Et là, vous voyez, eh ben, ce sera le résultat en termes de dilution pour votre capital. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, bien sûr, ça demande de travailler un peu la mécanique, etc., de bien la comprendre sur ben, quand est-ce que ça joue entre la décote, le cap, si on ne prévoit pas de cap, s'il y a différentes conditions applicables. Toutes ces questions, en tout cas ces interrogations, le but c'est que vous puissiez ben, y répondre à la fois nous avec les webinaires et les contenus qu'on vous propose sur Sligals comme ce midi, et également bah, sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et est-ce que ça existe alors pour passer aux questions-réponses, évidemment, posez toutes vos questions là. On nous reste 4 minutes pour y répondre. Donc vraiment, par exemple, Théo nous demande, et merci pour ta question, ça existe des BSR sans flore. Alors en France, on est obligé de prévoir un floor. Par exemple, au UK, ça n'existe pas. Ils n'ont pas cette notion de floor. Et donc, nous, en France, en tout cas, la pratique, et bah, pour l'avoir justement localisé depuis ces pratiques anglo-saxonnes ici en France, cette pratique-là prévoit un floor obligatoirement. Et donc, le cas du floor, en fait, si ça se passe que la valorisation floor joue, c'est quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez lever des fonds peut-être prochainement, vous allez avoir une valorisation qui est en dessous de celle du floor. Et en fait, vous, le floor, c'est à vocation à vous, plutôt côté entrepreneur, vous protéger que la conversion des BSR n'aura pas lieu en dessous de ce minimum plancher qui est le floor. Voilà. Et donc, c'est effectivement obligatoire de prévoir avec le floor. Donc, différentes façons de prévoir un BSR. Soit on prévoit la triptyque assez classique, un cap, une décote, un floor. Soit on peut prévoir pas de cap, c'est aussi possible, uniquement une décote, donc ce sera la décote qui jouera peu importe le montant de la levée de fonds future avec le floor. Ou alors on peut aussi prévoir une valorisation fixe. Voilà. Il y a différentes variantes sur cet aspect. Sachez aussi que ben, côté investisseur, vous n'êtes pas obligé de prévoir les mêmes conditions d'un investisseur à l'autre. Par exemple, des investisseurs en BSR qui sont rentrés avant tout début peuvent avoir des conditions plus avantageuses que d'autres qui arrivent un peu plus tard, qui rentreront également en BSR. Mais bref, tout ça aussi, c'est à du coup manier avec précaution, comme vous le savez. C'est très important de faire appel soit des professionnels, soit des avocats ou bien sûr des plateformes comme nous pour vous aider à bien y comprendre et à avoir une vue claire sur cette mécanique. Pour conclure là-dessus, est-ce que c'est mieux d'investir sous forme de BSR ou d'augmenter ce capital en tant qu'investisseur ou même en tant qu'entrepreneur? Eh ben, réponse de juriste, ça dépend. Ça dépend de votre situation. Ça peut être tout aussi intéressant d'investir sous forme de BSR côté investisseur ou sous forme d'augmentation de capital. C'est vraiment justement un jugement à faire de manière claire, en connaissance de cause, avec une bonne compréhension des mécaniques. C'est sur quoi on vous aide avec ces Legals. Donc, au plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On ne dirait pas. Donc, si c'est ça, ben, je vous souhaite une très bonne journée à tout le monde. Merci encore d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos experts ou à aller chercher justement plein de contenus que vous pourrez retrouver sur silegals.com. Bonne journée à tout le monde. Merci encore. Salut.